Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire rénové avec des écomatériaux ce soir. Donc, un webinaire qu'on a préparé pour vous ce soir pour évoquer cette question, ce sujet avec tous ces différents sous-catégories on vous propose ce soir ce déroulé. Donc, c'est la définition, c'est le raison, c'est le contexte réglementaire et les enjeux, l'utilisation et des exemples de réalisation. Et bien évidemment, vous avez la possibilité de poser vos questions, non seulement le soir, mais aussi à la fin, mais aussi pendant. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le petit l'onglet discussion. On essaie de les traiter plutôt vers la fin pour bien enchaîner notre déroulé. Et pour commencer, on a pensé à... euh, ouais, ouais. Je vous propose d'abord qu'on parle de nous. Donc moi, je m'appelle Johannes Jonk, je suis conseiller énergie de la Maison Énergie à Aix. Je suis ce soir accompagné par ma collègue Céline de l'ALEC de Marseille. Céline, Bonsoir. elle est avec nous. Et ce soir, on est aussi accompagné par une professionnelle, c'est Caroline. Est-ce que Caroline, tu peux te présenter rapidement? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Je suis Caroline Bianco-Gazé. Aujourd'hui, je représente l'association Éco-Bâtisson, dont je suis membre actif. Voilà, donc pour vous présenter en fait quelques réalisations d'éco-rénovation. Je travaille pour l'ASSO, mais je suis aussi à mon compte, du coup, en auto-entreprise, où je suis consultante en habitat durable écologique, où je fais du conseil en approche globale, autant sur l'énergie que sur l'eau. Euh, voilà. Très bien. Peut-être encore deux mots sur l'association Les Oui, Éco-Bâtissons. tout à fait. Alors, Éco-Bâtisson, donc c'est un réseau de professionnels de l'éco-construction et de l'éco-rénovation. On est sur trois départements, le 13, le 83 et le 06. Aujourd'hui, ça représente une cinquantaine d'adhérents, donc professionnels. Nos actions, principalement, c'est de faire de la sensibilisation à l'éco-construction et à l'éco-rénovation en organisant des salons, en faisant des conférences, de la sensibilisation assez large pour tous les publics, pour encourager l'usage des écomatériaux, tout ce qui est conception bioclimatique, pour des habitats plus éco-responsables. Très bien, merci beaucoup. Donc, je propose aussi une petite discours sur donc, le service public. Donc, Céline et moi, on fait partie du service public de la rénovation énergétique de la métropole. Donc, l'ALEC de Marseille et nous, la Maison Énergie, on conseille les particuliers sur toutes les questions liées à la rénovation énergétique, sur les questions techniques, énergétiques, aussi sur les questions financières. Et on est en partenariat avec donc la DIL. La DIL, c'est l'Agence départementale d'information sur le logement. C'est plutôt les juristes qui peuvent vous accompagner sur les questions juridiques, mais aussi également sur les questions fiscales. Aujourd'hui, hop là. Aujourd'hui, la porte d'entrée, pour certains qui le connaissent peut-être, c'est le numéro unique de Allo Rénov Énergie. Donc, numéro, en fonction de votre code postal, vous tomberez sur, si vous êtes habitant du pays d'Aix ou du pays salonnais, sur moi et mes collègues, ou si vous êtes plutôt sur la métropole marseillaise et les alentours, plutôt sur Céline et ses collègues. Donc nous, ce qu'on propose en tant que service public, c'est le conseil neutre et gratuit, principalement à distance, donc par téléphone, pour avoir des premières informations sur la rénovation énergétique, mais sachant qu'on propose aussi des visites à domicile, donc pour accompagner des gros projets de rénovation avec une visite à domicile sur place, simulation énergétique, etc. Tout ça pris en charge par la métropole et dans le but de vous mieux accompagner dans votre projet. Alors, on va attaquer un peu le vif du sujet. Pour démarrer, on a pensé d'interagir un peu plus avec notre public. Et on vous propose, donc certains ont déjà répondu. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore répondu, on vous propose de se connecter sur je remets le lien sur l'onglet discussion. Donc, c'est un outil.
malheureusement pas intégré dans Zoom. Donc, vous cliquez sur le lien dans l'onglet discussion et vous allez sur un site pour donner une première idée par rapport à la question, c'est quoi un écomatériau pour vous? On sait qu'on est bien conscient que je ne connais pas tous les participants. J'imagine que c'est la majorité, sont des particuliers parmi nous, peut-être aussi des professionnels. Aujourd'hui, certains sont tout au début dans la réflexion, d'autres peut-être beaucoup plus avancés. Certains ont déjà une idée qu'est-ce que c'est. Peut-être ils ont déjà appliqué un écomatériau chez eux. Peut-être certains ne connaissent pas du tout. Bon, c'est pour ça qu'on traite le sujet ce soir. Et l'idée, c'est de voir un peu votre retour et de démarrer ensuite aussi la discussion et la présentation avec c'est quoi exactement, c'est quoi la définition. On a entendu beaucoup peut-être à la télé, à la radio. Hum, Et donc moi, je vais basculer maintenant sur donc, les résultats. Est-ce que vous voyez bien les résultats? Quelqu'un peut me faire un petit signe si vous voyez bien les résultats du Oui, c'est bon. sondage. OK. Alors, ça c'est très intéressant. Donc, parmi de nous tous, donc 38, non 34 participants, on voit des mots qui sortent plus en gros, qui étaient plus souvent mentionnés. Donc, le mot matériau, ben, c'est bien évidemment, on parle d'un matériau, euh, un outil pour construire ou pour rénover. Nous, ce soir, c'est pour rénover. On se penche plus sur la question de la rénovation. Je vois beaucoup sortir le mot environnement, qui est, et naturel surtout. Donc, naturel, vous faites appel donc à l'origine, je veux dire, du produit. Je vois aussi d'autres caractéristiques plutôt respectueux, l'environnement, donc tout en lien avec bah, l'impact sur l'environnement, j'imagine, sur le... Ouais, ça bouge encore. Ça bouge. On expérimente aussi l'outil. On va faire en naturel. Durable, ouais, durable. Il y a aussi la question sur la production. Donc, un écomatériau, ben, c'est lié à sa production, j'imagine. Est-ce que Céline, tu vois d'autres mots qui te font sortir? Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a un peu plusieurs thématiques qui se dégagent, c'est-à-dire l'origine des matériaux, donc origine naturelle, végétale, animale, biosourcée. Du coup, on a la partie durable et écologique qui ressort, environnement, et on a aussi la thématique du revalorisable, local, sain et respectueux. Donc, on a Moi, je l'impression que dirais c'est des ça touche tous les grands sujets qu'on avait en tête. c'est les sujets qu'on va développer, entre C'est autres. ça. Donc, merci beaucoup pour cette contribution. Donc, on va basculer sur notre présentation à nouveau. Et on va commencer d'aller dans le vif du sujet. C'est pour définir qu'est-ce que c'est un écomatériau exactement. Donc, je te laisse la parole, Céline. Alors, du coup, on rebondit sur le questionnaire avec la définition d'un écomatériau. Donc, un écomatériau, c'est un matériau ou un produit de construction qui répond aux critères techniques habituellement exigés des matériaux de construction, mais aussi à des critères environnementaux, socio-environnementaux tout au long de son cycle de vie. Donc, il y a effectivement cet aspect plus naturel, d'origine plus végétale, animale, enfin voilà, et un cycle de vie plus respectueux, notamment de l'environnement. Donc, c'est une matière qui est issue de la biomasse végétale ou animale, pouvant être utilisée comme matière première dans des produits de construction ou de décoration. Ça, on va le développer après. Et on a aussi le géosourcé, qui est également un écomatériau, notamment en matériau premier emblématique de notre patrimoine et bâti verniculaire. Donc ça, c'est la définition des écomatériaux. Donc on va distinguer les matériaux biosourcés. En fait, c'est les matériaux biosourcés, mais plus large, parce qu'on va aussi parler des géosourcés, de la biomasse végétale et animale.
Donc ensuite, on va du coup vous donner quelques exemples de matériaux qui peuvent être utilisés dans la construction et dérivés. Donc on va avoir la sylviculture, donc issue de la forêt, avec les bois, notamment le chêne, le châtaignier, Douglas, mélèze, etc. Des matériaux issus de l'agriculture, avec les céréales, paille, blé, riz. On a les oléagineux qui sont de plus en plus expérimentés et qu'on va retrouver de plus en plus couramment dans des produits. Donc le colza, le tournesol, et on a aussi amidon de maïs, lavande, chanvre, lin. On a également les plantes, notamment avec le bambou, les roseaux, le miscanthus, qui est une plante qui est de plus en plus utilisée en remplacement du plastique. Les herbes, les algues. On a aussi tous les produits issus du recyclage, donc la ouate de cellulose, un produit qui est devenu très courant. Les déchets papier ou carton. Le textile, notamment les jeans et les cotons recyclés. On a la matière animale avec les plumes de canard, laine, coquille, écailles, la terre, le pisé, bauge, BTC, c'est briques de terre crue, adobe, torchis, ocre. Bon, ça, c'est des techniques qui sont utilisées depuis très longtemps, hein, c'est des techniques anciennes. On a la pierre, pierre de taille et pierre sèche, etc. Donc ça, c'est une liste non exhaustive, mais c'est des produits qui sont de plus en plus utilisés ou expérimentés en remplacement justement du plastique, du béton pour avoir des matériaux qui soient plus sains pour l'environnement. Donc en exemple de produits, Johannes, merci. Donc on a les matériaux structurels, poutre, poteau, panneaux, solives, béton, tasseau. Donc ça, c'est tout ce qui est produit essentiellement de matériaux de construction et beaucoup de bois d'œuvre. On a des matériaux d'isolation avec des panneaux d'isolant, avec d'isolant en vrac, du béton allégé, on a du béton chaud-chanvre notamment. On a des matériaux de doublage, on a aussi la brique de terre crue qui peut faire office de cloison et qui est très bien pour apporter de l'inertie au logement. On a des revêtements intérieurs, donc des enduits correcteurs thermiques, des enduits chaud-chanvre, enduits chaud-liège par exemple. On a des bardages, des peintures notamment à base d'algues, de résine végétale. On a de plus en plus de peintures qui sont développées avec des matériaux, des écomatériaux. On a des revêtements de sol souples, tels que le liège, des planchers. Et en revêtement extérieur, on aura des tuiles de bois, des lames de bardage. En couverture, des terres cuites, ardoises, chaumes. Donc ça, c'est des exemples de produits euh, dont on parlera entre autres un peu plus en détail avec Caroline avec ses exemples. Mais sur le marché, en tout cas, même dans les commerces de grande distribution, on a de plus en plus de produits dits sains et respectueux de l'environnement. Donc, c'était bien des exemples. Alors, là, on s'est dit qu'on vous... on essaye de vous déchiffrer un peu des fausses bonnes raisons. En gros, bah, les a priori qu'on pourrait rencontrer lors des discussions avec des professionnels dans les magasins, ce qu'on lit à droite à gauche, ce qui se discute, même entre particuliers. Et on s'est dit qu'on vous montre un peu, peut-être ça vous permet de voir aussi un peu les billes au moment que vous discutez votre projet de rénovation avec un professionnel. Donc une des grosses a priori, c'est surtout lié au prix des travaux. Donc prix des travaux, choisir, privilégier les écomatériaux avec les bonnes raisons, hein. C'est ce qu'on considère qu'aujourd'hui, on peut les trouver, comme Céline a évoqué, il existe plein de différents, donc c'est difficile à généraliser. On peut trouver à tous les prix, sachant que c'est de plus en plus répandu sur le marché.
Donc aujourd'hui, vous allez sur une grande surface de distribution, de bricolage, je veux dire. Là, vous trouverez quasiment une grosse partie, une bonne partie aussi, en tout cas ceux qui sont le plus répandus, des isolants euh, et- biosourcés qu'on peut trouver aujourd'hui, en tout cas sans problème. Après, on considère que en fonction de la filière et des régions, il peut y avoir des différences, bien évidemment. Il y a aussi ce qu'on considère que le coût des produits sur certains, notamment la boîte et cellulose, qu'on va vous montrer un peu plus tard, c'est presque équivalent que typiquement la laine de verre ou la laine de roche. Et ça dépend aussi fortement de l'opération de la mise en œuvre. Donc, sur l'argument comme quoi que ça coûte plus cher, il faut aussi penser ça, on va traiter un peu plus tard sur la durabilité, parce que ça va se jouer aussi sur si vous optez pour un matériau qui est un peu plus cher aujourd'hui, mais qui va mieux tenir dans le temps, bah, du coup, forcément, vous êtes gagnant et vous avez plus d'intérêt pour opter pour un isolant dit donc écomatériaux. Là, je vous mis une petite liste et je pense que la minorité va pouvoir le lire. Mais on va ensuite, suite à la présentation, on va vous transmettre cette tableau. C'est le journal Maison écologique qu'il a publié avec donc les grandes familles, tout ce qui est isolants synthétiques, isolants minéraux, d'origine végétale, animale et aussi recyclés, avec les différentes caractéristiques techniques, l'épaisseur, les lambda, les chaleurs spécifiques, l'impact sur l'environnement et aussi les prix, en tout cas ce qui est à peu près considéré ou reconnu aujourd'hui sur le marché. Deuxième fausse raison qu'on pourrait rencontrer, que les craintes, notamment en cas d'incendie. Ici en Provence, on est particulièrement exposé à cette danger. Ça existe, hein, chaque été, on est confronté à au même phénomène. Donc on peut conclure rapidement que pour la matière première, oui. Bon, typiquement, vous pensez à la paille, oui, bien sûr, c'est facilement inflammable. Mais de toute façon, tous les produits que vous trouverez, donc si on parle d'isolant, ben, c'est normé et donc également traité. Et sur certains produits, par rapport à d'autres produits plus classiques que plus dits conventionnels, on peut même trouver des meilleures performances. Donc c'est quand même un bon argument pour opter pour un écomatériau. Et tout se joue bien évidemment aussi sur la mise en œuvre. Donc, un écomatériau mal mis en œuvre, c'est autant fragile qu'un autre matériau mal mis. Donc, ça, il faut le retenir. Donc, deuxième fausse bonne raison. La troisième, ils vont mal vieillir. Donc, typique, ça va pas tenir dans le temps, ça attire. Et ça va se tasser. En gros, ce que nous, on voit aujourd'hui de plus en plus lors de nos visites à domicile, c'est que notamment les laines de verre qui étaient posées il y a une dizaine d'années, la laine de verre ou la laine de roche, elle a un phénomène de se tasser énormément dans le temps. Et ben aujourd'hui, si vous optez par exemple dans ce cas de figure pour la boîte et cellulose, donc qui a les mêmes exigences comme la laine de verre, et bien évidemment, tout dépend de la mise en œuvre, encore une fois. Ben, la boîte, elle est considérée de se tasser beaucoup moins. Donc, vous perdez beaucoup moins en performance sur la partie isolation, qui va se jouer donc dans le temps, qui est plus intéressant pour vous. Ensuite, quatrième point, ils sont difficiles à mettre en œuvre. Alors, Céline a expliqué que ça existe quand même un grand champ de différents types de matériaux et ce qu'il faut retenir quand même, tous les règles d'exécution, aujourd'hui, ils sont établis, ils sont normés, ils sont basés sur des énormes retours d'expérience et des bonnes pratiques du terrain et qui ont les mêmes exigences comme pour les matériaux dits conventionnels. Donc, en plus, vous n'avez même pas besoin, l'artisan lambda qui a l'habitude jusqu'à présent de travailler avec la laine de verre, il a
en soi, il n'a pas besoin d'avoir une formation spécifique pour mettre en œuvre la boîte, en tout cas de ma connaissance. Mais bien évidemment, il faut connaître son produit avec qui on travaille. Est-ce qu'ils sont pas assurables? Ben non, bien évidemment non, parce qu'ils sont normés et validés, comme les autres matériaux dits classiques. Et donc, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas pris en compte. Encore une fois, l'artisan qui vous installe, qui vous met un isolant dans vos combles, par exemple, bien évidemment, il s'engage aussi sur la partie mise en œuvre. Donc, vu qu'il est artisan et RGE, il a en plus, idéalement, qu'il est référencé auprès de nos structures. Mais dans ce cas, ben, il a tous les assurances, etc., bien un jour, et les qualifications également. Sixième point, est-ce que c'est compliqué d'en avoir? Ben, non, parce que vous trouverez en tout cas les isolants plus classiques de plus en plus dans les grandes surfaces de bricolage. J'ai mis une petite capture d'écran sans de faire la publicité, bien évidemment. Et vous avez de plus en plus aussi des magasins spécialisés qui peuvent directement livrer sur un chantier en cours. Typiquement, à Caroline, tu me corriges, Mater Bio, c'est une des magasins un peu plus spécialisés qui a Pertuis, si je me trompe pas. Tout à Bon, fait, c'est ça. C'est un magasin de matériaux écologiques ouais, qui a Pertuis. et voilà. Donc, ça existe. Vous pouvez vous renseigner sur tous les différents types de matériaux écologiques et proches de chez vous à Pertuis. Il y a d'autres magasins que Bien Matériaux. évidemment, il y a aussi d'autres magasins. Mais du coup, celui-là, c'est vu qu'il est fait partie des Mais il y en éco-bâtiments. a essentiellement trois, en fait, au niveau Oui, il y a local. Ecothésis à Gémenos, oui, tout à fait. Un, écologie, tout côté et Matériaux. Hmm. Ensuite, est-ce qu'ils vont attirer les petits rongeurs? Encore une fois, les exigences sont les mêmes pour les matériaux dits classiques ou comme pour ceux que dites écomatériaux. Donc, la présence des rongeurs, quel que soit si c'est dans les isolants typiques végétaux, minéraux, pétrochimiques, c'est pas lié directement au matériau lui-même. C'est notamment lié à la mise en œuvre. Donc, si vous avez l'impression que au-dessus de vous, vous entendez des petits bruits dans les combles, c'est que probablement que la laine de verre qui était mise il y a depuis très longtemps n'était pas très bien protégée contre les rongeurs. Et voilà, là, bonne occasion de enlever l'ancien, vérifier si tout va bien et opter plutôt pour un isolant biosourcé ou éco-matériaux qui permet d'éviter ça. Je fais un petit commentaire sur la paille, mais qui est en tout cas particulièrement souvent vu comme particulièrement sensible aux rongeurs, aux insectes, et en réalité peu concerné par cette problématique, parce que c'est très compressé dans des cloisons étanches, et bien évidemment on fait en sorte qu'avant il n'y a pas des graines de la paille dedans, donc tout ça c'est pour éviter justement que ça attire les petits rongeurs. Et voilà, donc on passe au contexte. Alors, pour les constats actuels, la construction neuve et le parc existant représentent 45% de la consommation française d'énergie, 27% d'émissions de CO2. Donc, la construction neuve est le premier contributeur de GES, c'est-à-dire gaz à effet de serre. Et 50% des matières premières sont utilisées pour la construction. Donc, la construction est vraiment un, ouais, gros chantier pour s'améliorer en fait dans les années à venir, d'où une stratégie nationale mise en place ces dernières années. Ensuite, l'eau en consommation, c'est plus de 5 milliards de mètres cubes sur le réseau d'eau potable. Le béton, c'est la matière la plus consommée dans le monde après l'eau. Donc pareil, des grosses, des chantiers de plus en plus tournés sur des bétons, on va dire végétaux, en tout cas on va éviter le béton classique.
Et les déchets représentent 42 millions de tonnes en 2014, dont 10 millions par les plastiques, laine minérale. Et en 2018, il y a eu un effort de plus de 14,5% par rapport aux objectifs fixés. Donc, il y a des efforts qui sont mis en place, mais en termes de stratégie nationale, en 2028, la réduction visée est de 27% et en 2050 de 75%, ce qui est énorme. Pour le bâti, notamment la rénovation, l'objectif des logements à rénovation performante, alors quand on dit rénovation performante, c'est pas juste un changement de radiateur ou un changement de fenêtre, c'est des logements qui deviennent moins consommateurs. Donc en 2024, l'objectif est de 200 000. En 2022, on était autour de 60 000. Donc, ça veut dire qu'il faudra multiplier par 3 les rénovations performantes des logements, que ce soit en résidentiel, hein, que ce soit maison ou copropriété. Et en 2030, l'objectif, c'est de 900 000. Du coup, en termes de stratégie nationale, c'est vrai que ça nous paraît assez utopique, mais en tout cas, les visées sont là. Donc, de plus en plus d'efforts, en tout cas, vont être faits dans ce sens-là. Et Johannes, tu peux passer à la prochaine. Donc, en termes de politique publique, alors là, on va parler essentiellement au niveau national. Vous avez la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui date de 2020. Donc, on va sortir du tout jetable, mieux informer les consommateurs, on va lutter contre le gaspillage et on va favoriser le réemploi solidaire, on va agir contre l'obsolescence programmée et mieux produire. Notamment ce que vous pouvez trouver depuis quelques temps. Johannes, justement, tu peux montrer l'exemple dans la slide d'après. Ça, c'est un exemple dans les devis que vous pouvez recevoir quand vous contactez des entreprises du coup, qui vous font des devis de changement de fenêtre, d'isolation et autres. Si vous avez des déchets issus du chantier, vous allez avoir un encart gestion des déchets. Et ça, c'est un exemple qui vous montre. Donc, vous avez une quantité de déchets estimée avec les kilos précisés, l'endroit où ça va être amené. Et du coup, vous allez avoir aussi une taxation par rapport à ça. Donc, tout ce qui est mis en déchetterie, maintenant, c'est en vue d'une revalorisation derrière. Donc ça, c'est dû à la loi anti-gaspillage. Donc ça, vous pouvez le remarquer sur vos devis. Alors, vous n'avez pas forcément le logo, mais en tout cas, ça doit apparaître dans les devis dès lors que vous avez des déchets. Donc la réglementation environnementale des bâtiments neufs RE 2020. Donc RE, c'est réglementation environnementale. Elle a succédé au RT. RT, réglementation thermique, qui ont vu le jour après le choc pétrolier de 70. Donc, suite à ça, il y a eu des réglementations thermiques pour moins consommer, pour avoir des bâtiments moins consommateurs, pour consommer moins d'énergie. Et la réglementation thermique, il y a eu plusieurs réglementations thermiques qui se sont succédées jusqu'à 2012. Et là, aujourd'hui, on ne parle pas uniquement de réglementation thermique, mais on élargit à la réglementation environnementale qui va prendre en compte l'analyse du cycle de vie des matériaux. Donc, on donne la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l'énergie pour avoir des bâtiments qui vont moins consommer et qui vont utiliser des énergies décarbonées. On diminue l'impact carbone de la construction. Donc, on réduit les émissions de gaz à effet de serre, c'est très important. Et on garantit aussi une fraîcheur en cas de forte chaleur avec des bâtiments plus confortables. Donc, on va développer après. Donc, l'analyse du cycle de vie de chaque matériau, on prend en compte l'extraction des matières premières, la fabrication, le transport, le chantier, la destruction et le recyclage. Donc, on voit ça aussi sous forme de fiches FDES, fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Donc ça, c'est une grande nouveauté où on n'a pas uniquement des renforcements d'exigence au niveau, par exemple, de l'isolation ou des critères de performance des équipements, mais l'analyse de cycle de vie de chaque équipement et chaque matériau. Donc ça a été une grande révolution, cette réglementation environnementale. Ensuite, en termes de politique publique, Johannes.
On a la loi climat et résilience de 2021, donc dernière loi qui est apparue, qui dit que à compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés ou bas carbone interviendront dans au moins 25% des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l'obligation est applicable aux acheteurs publics. Donc ça, c'est la dernière loi qui est sortie. Pour l'utilisation des matériaux biosourcés, donc on va rebondir d'ailleurs sur le questionnaire qu'on a eu en entrée. Les mots-clés qui vont ressortir essentiellement, ce sera renouvelable, recyclable, valorisable, respectueux de l'environnement. Donc, on essaye de faire un peu mieux face au réchauffement climatique en optant pour des matériaux moins émetteurs de gaz à effet de serre et des produits stockeurs de carbone. On limite l'épuisement des ressources. On augmente les besoins parce qu'on a des matériaux quand même qui sont de plus en plus disponibles, d'où le fait qu'on voit des matériaux qui jusqu'à présent n'existaient pas, mais qui sont présents en grande quantité, donc qui sont expérimentés en vue justement d'avoir des solutions plus biosourcées. Donc on diminue les impacts sanitaires. Alors ça, on va parler de produits à faible impact, améliorant la qualité sanitaire de l'air. On peut aussi parler des peintures qui vont émettre moins euh, de, de composants organiques volatiles, notamment. Ensuite, on va parler aussi d'économie circulaire. Donc, comme dans le questionnaire, on a effectivement pu voir que le local et le local, le revalorisable et le respectueux, ça fait aussi partie d'une économie circulaire et de la création d'emplois. On va essayer de revenir à un peu plus de local, enfin en tout cas déjà de national, parce que le local, c'est pas non plus toujours évident, mais en tout cas, on tend vers ça. Alors pour les enjeux de leur utilisation, je vais essentiellement vous développer deux points, deux avantages des matériaux biosourcés qui sont l'hygrométrie et ensuite je vous parlerai du confort d'été, du déphasage, parce que c'est des matériaux en fait qui ont des avantages non négligeables, notamment en termes de qualité de perspirance. Donc, quand on parle d'hygrométrie, c'est un degré d'humidité présent dans l'air ambiant et le taux d'humidité peut provoquer de la condensation, des moisissures et engager des dommages sur la structure. Donc, pour limiter la condensation, les moisissures et les dommages sur la structure, les matériaux biosourcés ont cet avantage qui sont hygroscopiques, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'échanger l'humidité avec l'air ambiant. Donc, ils ont la caractéristique d'absorption en eau qui est plutôt importante, qui va jusqu'à 20% de leur masse du fait que ce soit des structures fibreuses. Et ils ont une gestion de l'humidité à travers la paroi pour éviter les risques de condensation. Souvent, on va conseiller, on va recommander des matériaux biosourcés dans de la rénovation pour le bâti ancien. Puisque le bâti ancien, vous avez des matériaux naturels qui ont besoin de respirer. Donc, pour permettre la respiration des murs, on va plutôt opter pour des isolants perspirants. Si vous mettez du polystyrène, du polyuréthane, c'est des isolants qui sont très fermés. Donc, vous allez avoir des problématiques à terme, que ce soit de condensation, d'humidité, de moisissure, de salpêtre et autres. Donc, ça, on fait très attention, surtout pas de polystyrène ou de polyuréthane sur du bâti ancien. Mais on va plutôt opter pour la ouate de cellulose, la laine de chanvre, la laine de bois, qui, eux, sont des isolants hygroscopiques et donc qui sont des isolants perspirants. Donc, ça, c'est très important de le prendre en compte pour avoir une rénovation quand même efficace et saine surtout. Et ensuite, on a aussi le phénomène du déphasage où on s'est rendu compte depuis quand même un certain temps, c'est que les matériaux biosourcés, du fait qu'ils soient plus denses, vont proposer un meilleur déphasage. Donc pour vous définir ça, un bâtiment accumule la chaleur
puis la restitue de manière diffuse à l'intérieur du bâtiment avec un décalage plus ou moins important dans le temps. Euh, Vous êtes en été, vous avez le soleil qui tape sur votre toiture à midi, et après, vous allez avoir la chaleur qui va être recrachée à l'intérieur du logement quelques heures après. Donc, le fait d'avoir une isolation va retarder ces pics de chaleur à l'intérieur du logement, mais c'est surtout quels isolants vous allez choisir pour opter pour un meilleur confort d'été. Donc là, on va parler de déphasage qui est rarement euh, inscrit dans les devis notamment. Donc, c'est vrai que la laine de verre, c'est quand même un isolant qu'on voit très très couramment dans l'isolation. Notamment, c'était un isolant en majorité qui était utilisé pour les isolations à euro qui ont eu lieu il y a quelques temps. Par contre, la laine de verre, c'est un isolant qui est très très léger. Donc, le fait qu'il soit léger, vous avez le flux de chaleur qui traverse beaucoup plus rapidement l'isolant. Et à ce moment-là, vous allez avoir un effet de surchauffe beaucoup plus rapide à l'intérieur de votre maison ou de votre logement. Donc, on va plutôt privilégier la ouate de cellulose qui sera beaucoup plus dense, la laine de bois encore plus dense. Alors là, sur la droite, on vous a mis une échelle de valeur, mais tout ça est à mettre entre parenthèses selon l'isolant utilisé, qu'il soit en soufflage, en panneau. Chaque isolant, chaque marque et sous forme soufflage ou sous forme panneau, vous avez des caractéristiques intrinsèques. Donc 3h30, enfin voilà, ça c'est à prendre en compte on va dire avec des pincettes. C'est juste un ordre d'idée, mais en tout cas, c'est la ouate de cellulose s'en sort quand même plutôt bien. Et après, vous avez la laine de bois qui est encore plus dense, donc qui vous offre un confort d'été nettement meilleur qu'une laine de verre. Merci Céline. Donc, comme Céline a résumé, ça vaut le coup. Et aussi, non seulement pour le confort d'hiver, je pense qu'entre les quatre isolants, vous ne sentirez pas la différence en hiver, mais en été, ici, Ouais. Ah, ça va se sentir. alors, c'est vrai que j'ai pas précisé. Là, l'exemple, c'est par rapport à une résistance thermique de 7. Donc, la résistance thermique, c'est ce qu'on va prendre en compte pour limiter les déperditions. Donc, là, la résistance thermique de 7, c'est pour l'efficacité, on va dire, pour limiter des déperditions en hiver. Donc, le déphasage, c'est une autre notion. Donc, c'est à même résistance thermique, vous avez un déphasage différent selon les isolants utilisés. Merci. Un confort d'été différent, du coup. Mm. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose une petite, dans ces cas de figure, un petit zoom sur un matériau donc recyclé, donc la boîte. La boîte, pour certains qui le connaissent déjà, donc matériaux qu'on pourrait trouver principalement en flocage, donc comme ici, mais aussi en petits rouleaux. De manière, ouais, la matière première, c'est le papier journal récupéré. Donc c'est pour ça que c'est recyclé, avec tout un procès industriel pour obtenir donc ensuite une matériau qui respecte bien tous les critères techniques, notamment liés au traitement de feu et fongique, donc contre les champignons, pour avoir un matériau uniforme, bien homogène, facilement applicable et qui a quand même des bons avantages et qui a aujourd'hui un prix tout à fait accessible et intéressante. Donc, principalement, c'est utilisé par soufflage, un peu en insufflation, ou notamment dans les, là on le voit en soufflage, ce que je montrais tout à l'heure. Là, vous avez donc par exemple dans les cloisons qu'on pourrait insuffler. Donc c'est une technique. La production elle-même de la boîte par rapport, bien évidemment, en relation avec les autres matériaux, hein, requiert relativement peu d'énergie, donc notamment pas de processus de chauffage, et très peu d'eau. Donc ça, c'est plutôt intéressant, notamment si on pense à nouveau sur le contexte, les enjeux, etc. C'est un matériau qui est utilisé depuis très longtemps, donc avec beaucoup de retours d'expérience. Ça, c'est bien important aussi à prendre en compte. Et sur le marché de toutes les isolations en France, tout confondu, ça représente à peu près 5%.
et sur le marché des isolants biosourcés, à peu près 40%. Donc là, on a vraiment des bonnes critères pour opter pour la boîte. Un atout en plus, bah, c'est surtout que l'impact environnemental est relativement faible et un prix plutôt compétitif sur le marché par rapport aux autres isolants. Sachant qu'il faut quand même faire un petit commentaire sur les prix, que j'avais peut-être oublié tout à l'heure. Nous, on a constaté depuis le Covid, mais en plus accentué via la crise en Ukraine, une hausse, comme ce que vous avez remarqué partout, hein, mais aussi une hausse sur les coûts de la rénovation énergétique. Donc, pour vous donner des idées, on essaye de chiffrer le coût de travaux éventuels probables, mais bon, le meilleur moyen de le voir ensuite, c'est malheureusement faire appel aux artisans pour avoir des devis pour voir un peu plus clair combien ça va coûter dans votre cas de figure. Et nous, derrière, Céline et moi, on peut vous aider de le comparer les propositions des artisans, de savoir à peu près est-ce que cette épaisseur-là, ce critère de performance est bien respecté? Est-ce que c'est les prix qui est à peu près dans la fourchette qu'on voit habituellement ou est-ce que c'est beaucoup trop excessif? Bon, voilà, ça, pour, on peut vous aider sur ces questions-là. Et maintenant, c'est- j'ai euh, j'ai le plaisir de passer la parole à Caroline. Caroline, si tu si Oui, ton micro bien activé, parfait. Donc là, c'est maintenant le tour sur les réalisations et c'est à toi. Je te laisse la parole. oui. Alors, du coup, là, je vais vous présenter donc, quelques réalisations faites par des professionnels donc, du réseau Éco-Bâtissons. Là, donc, c'est un exemple assez classique. C'est donc, une isolation d'un plafond donc, d'une entreprise qui est dans le Var qui s'appelle Pic Mistral. Et là, on est sur du panneau semi-rigide euh, d'un produit qui s'appelle le Biofib Trio, qui est un mélange en fait de lin, de chanvre et de coton. Donc, il a été mis en fait en double épaisseur. Donc là, en fait, on voit il y a les poutres et on voit que là, il y a des suspentes qui ont été rajoutées pour ensuite faire mettre du placo et on voit bien en fait entre chaque poutre les couches croisées donc d'isolant. Voilà, je suis allée trop vite du coup, j'ai pas parlé de la première photo. Donc la première photo, c'est l'isolant en fait quand il arrive sur palette. Donc en fait c'est la même le même packaging en fait que des isolants pas biosourcés qu'on peut trouver. Donc c'est la même mise en œuvre. Il n'y a pas de difficulté à utiliser ce produit-là. Voilà. Et la seule différence qui va être là du coup qu'on m'a communiqué, c'est de rajouter un frein vapeur par rapport à la migration de la vapeur d'eau, chose qu'on ne met pas quand on met des isolants qui sont pas biosourcés. Voilà. Tu peux, tu peux passer, Joannès, sur l'autre. Merci. Là, du coup, c'est un exemple donc, sur du bâti ancien, parce que le bâti ancien a ses spécificités. Là, du coup, c'est un exemple avec une projection de chaud-chambre faite par l'entreprise donc DB Chambre qui est à Vidauban. Donc là, il y a eu un décroutage préalable des murs pour enlever en fait l'ancienne isolation. Et l'ancienne isolation, c'était de la laine de verre. Ensuite, il y a eu une projection donc avec une machine en fait où on va avoir du lait de chaux d'un côté et de la chenevotte. La chenevotte, c'est une partie en fait de la plante du chanvre. Donc il y a un mélange qui est fait en fait et qui est projeté directement sur le mur sur une épaisseur de 4 cm pour faire ce qu'on appelle une correction thermique. Donc, ça va avoir un effet sur le ressenti, sur le confort en fait des occupants à l'intérieur de l'habitation, et ça va surtout limiter la sensation de parois froides qu'on peut avoir en fait sur des murs en pierre qui vont entre guillemets rayonner froid, et du coup on va capter le froid avec notre corps. Là, du coup, ça va casser ce côté-là. Et en plus, ça va avoir un rôle sur l'hygrométrie, du coup, la régulation de l'humidité dans le logement. Euh, une petite remarque sur le chanvre. Le chanvre, c'est un matériau qu'on peut trouver localement. Il y a une filière là qui est en train de se recréer en PACA justement, et c'est une plante du coup qui a plein de vertus.
autant en construction et sur d'autres aussi. Sur d'autres points, on peut l'utiliser en alimentation, en cosmétique ou même en bien-être, si on veut la fumer, par exemple. Voilà. Et ensuite, donc ça, c'était pour les parois, du coup, pardon, sur la pierre. Et ensuite, on peut utiliser donc de la laine de chanvre aussi en panneau pour faire une cloison en fait acoustique dans l'habitation. Donc là, on a une cloison, du coup, une ossature qui est faite en bois. On va glisser des panneaux donc semi-rigides de laine de chanvre. Et ensuite, on va venir plaquer avec du fermacell. Alors, le fermacell, euh, expliquer le fermacell, c'est la mise en œuvre, ça va être comme du placo-plâtre type BA13 en fait, sauf que c'est un matériau qui va être beaucoup plus dense. C'est un mélange de gypse et des celluloses en fait qui est compressé. Du coup, il n'y a pas d'usage de colle à l'intérieur. C'est beaucoup plus lourd. Donc, si on veut aussi, il y a une meilleure voilà, résistance mécanique. Donc, si on veut accrocher des meubles très lourds sur une cloison en fermacell, désolé. Une cloison en fermacell, désolé, c'est mon chien qui aboie. Du coup, ça sera mieux. Et en plus, du coup, désolé, décidément. Arrête. Je ne sais plus ce que je disais. Du coup, oui, la résistance mécanique pour accrocher les meubles. Et puis aussi, ça ajoute de l'inertie au logement, puisque du coup, c'est un matériau qui est plus dense que le placo. Voilà pour cet exemple-là. Ensuite, du coup, vas-y, Jeunesse, tu peux passer. Là, du coup, c'est un exemple donc d'utilisation d'éco-matériaux, mais pas en isolation ni en rénovation énergétique à proprement parler, mais c'est un exemple du coup que, que j'ai trouvé pertinent de mettre. Donc, c'est une entreprise donc, qui s'appelle Now Eco Design, qui est basée à Draguignan. Et en fait, donc, c'est une rénovation d'une maison classique des années 70 où il y avait de la peinture classique et un sol en carrelage ou un sol en moquette en fonction des pièces. Et en fait, donc, cette personne a mis, au lieu de mettre une peinture à base de solvant qui va sécréter ce qu'on appelle des COV, des composés organiques volatiles, et du coup, qui vont dégrader la qualité de l'air intérieur, du coup, là, on a utilisé un badigeon à base de chaux. Donc, du coup, il n'y a pas, c'est quelque chose qui est naturel, là, qui a un fort pouvoir couvrant. On voit sur la troisième photo, en fait, le avant-après. Donc, le avant, c'est légèrement euh, coquille d'œuf jaune. Et juste après, avec une seule passe, en fait, avec un badigeon de chaux, du coup, on a un bon pouvoir couvrant et une jolie couleur blanche. Donc, ça, c'est pour les murs. Et ensuite, au niveau du sol, du coup, la moquette a été enlevée. Il y a eu un parquet, du coup, avec du plaque à chêne et du pin. Et dans ce parquet-là, il n'y a pas du tout de plastique parce que dans certains parquets où on dit qu'il y a du bois et tout ça, il y a toujours des fines couches de plastique. Donc, c'est pas forcément du biosourcé à 100%. Donc là, pour ce modèle-là, c'est le cas. Et on peut voir que le rendu, il est sympa. Donc, juste en changeant le sol et en peignant les murs, on a quand même quelque chose de plus sympa. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Non, mais c'est très intéressant. Là, dans ces cas de figure, tu parles donc d'une partie rénovation, décoration à l'intérieur. Donc, il s'agit d'un appartement, c'est bien ça? C'est Une une maison. C'est une maison maison? à Draguignan. Et en fait, c'est refait pièce par pièce. Donc là, c'était une Hmm, chambre de cet enfant qu'elle a, mhm, qu'elle a refait. d'accord. Voilà. Ok. Ouais, je vois. Et les deux autres exemples, c'était de la. Ça, c'était aussi le bâti ancien, hein. C'est. Ouais, c'est une Ouais. rénovation d'une maison qui a Toulon, si je me trompe pas. Donc du coup, oui, c'est du bâti ancien en pierre. Donc quand je dis bâti ancien, alors j'ai pas la date de la maison, mais Hmm, des infos que j'ai pu avoir, c'est autour de 1850, un truc comme ça. hmm, Donc c'est très très ancien. hmm. C'est voilà. Donc ça a Et quand on est sur de la pierre, c'est une caractéristique du coup ouais. différente quand on est sur une maison des années 70 ou 80, faite en parpaing ou en brique ou Hmm, voilà, c'est hmm. c'est Et chouette. donc c'est bien réalisé par des professionnels, j'imagine, qui ont la qualification pour Oui. RGE, etc. Oui, alors là, DB Chambre, du coup, c'est le bureau d'études de la maîtrise d'œuvre qui va mandater du coup les entreprises. Mhm, Et là, oui, après, là, dans ce cas-là, c'est une correction thermique, donc c'est pas une isolation. Il n'y a pas de. Je mhm, crois que pour les aides, il faut avoir un certain air et tout ça. Là, mhm, ça sort un peu du cadre. Mais voilà, après, on est sur une configuration de bâti ancien.
mettre quelque chose, voilà, un isolant à l'intérieur sur du bâti ancien, Mm, c'est dommage vu l'inertie qu'on a. Donc là, c'est un cas particulier, en fait. mm, Voilà. mm, mm. Ouais, je trouve ça Par très contre, intéressant. on peut aussi. Et après, on peut, sur l'exemple d'avant, au niveau de l'isolation, voilà, en biofibre, là, par contre, c'est un artisan qui est RGE. D'accord. OK. Qui propose la plupart du temps euh, enfin, sur les isolations. Voilà. Mm, Et mm. pour l'histoire, avant, il n'était pas du tout. Il travaillait pas avec des isolants biosourcés et maintenant, il s'y est mis. Donc, du coup, D'accord. il fait beaucoup de biofibres Strio, donc cette marque et Mm, cette mise en œuvre. Voilà. d'accord. Donc, OK, voilà. OK. Ça arrive. Ouais, je trouve ça chouette. Est-ce que Céline, tu as d'autres questions peut-être à poser directement par rapport aux 3 exemples? Sinon, je propose qu'on passe aux questions des participants. Parce que j'ai vu, il y a des questions qui sont passées aussi. Non, j'ai juste une petite remarque, c'est que entre une isolation par l'intérieur et une isolation par l'extérieur, il y a des traitements qui sont différents, des mises en œuvre qui sont différentes et des isolants qui sont adaptés donc pour l'intérieur et pour l'extérieur. Donc voilà, ce sera des mises en œuvre et des isolants différents. Ok, merci. Alors, merci beaucoup. Alors, je propose qu'on passe à la partie questions-réponses. Donc, j'ai vu qu'il y a un certain nombre de questions déjà posées dans la discussion. Vous pouvez encore ajouter vos questions. J'essaie de revenir un peu au début. On va les traiter au fur et à mesure. De toute façon, on va essayer. De toute façon, on vous envoie bien évidemment le webinaire via le lien sur sur nos chaînes YouTube. Et on va vous envoyer aussi la présentation en PDF. Euh, Ça, j'ai répondu. Alors, est-ce que une isolation en laine de mouton est assurable maintenant? C'est la première question de Maren Scapol. Alors, Oui, est-ce c'est qui que... répond du coup. Ouais, bah on peut faire le tour, hein, Ouais. Après, au niveau de l'assurabilité, alors je suis pas sûre de ce que j'avance, mais ça va être plus des isolants industriels. La laine de mouton, c'est pas encore bien développé pour ça. Je Hmm. sais pas si tu as d'autres avis, toi, Jeunesse ou Céline. Non, non. Enfin, surtout qu'il n'y a pas de professionnel. Enfin, moi, en tout cas, je connais pas de professionnels qui mettent de la laine de mouton de récup ou. Après, avec la laine de mouton, le problème qu'on va avoir, c'est au niveau des mythes. Ouais, c'est très spécifique. Moi, Ouais, j'ai c'est pas. spécial, ouais. Mm. C'est très rare en fait de voir de l'isolation en laine de mouton. Non, par contre, Mais bah, on il y a va, des on gens va. qui travaillent sur la filière. En tout cas, j'ai vu passer un peu des infos, c'est en cours. Alors, prochaine question de Marc. Pourquoi ne sont-ils pas imposés les écomatériaux pour obtenir des aides de l'État? Effectivement, question. Est-ce que les collectivités ou l'État encouragent, en tout cas, ou obligent de choisir des isolants biosourcés ou des écomatériaux? En tout cas, ce qui concerne la rénovation énergétique, l'État fait pas la différence. Les aides des fournisseurs d'énergie non plus. Là, actuellement, vous avez l'aide de la région. Donc, la région fait la différence si vous optez plutôt pour un isolant dit biosourcé, donc d'origine recyclée ou végétale, etc. Donc, ça, c'est un petit bonus. Mais oui, c'est que la région qui le soutient. Et il faut bien respecter tous les autres conditions. Donc, en termes de en termes de revenus, il faut que le bâtiment soit construit avant 2000, si je me trompe pas, un peu plus. Et voilà, seule l'aide financière qui existe pour encourager, en tout cas, les isolants biosourcés.
Après, en soi, les isolants sont aidés, mais de la part de l'État, de l'État, de l'aide de l'État, notamment ma prime rénov, vous n'avez pas de bonification pour du biosourcé. C'est que les aides locales, en tout cas pour la région PACA. Merci. Une autre question. Si on isole le toit et qu'on change toutes les fenêtres et les portes, est-il nécessaire d'isoler les murs? Alors, je je considère que c'est un peu, ça touche plutôt la rénovation énergétique de manière générale. Dans notre cas de figure, alors moi je dirais tout dépend. Le mieux c'est que on vous propose une visite à domicile pour vérifier tout ça. Bah, on peut simplifier sur une maison peu ou pas isolée. Le poste de déperdition principal, c'est généralement via la toiture, parce qu'en hiver, vous avez la chaleur qui monte, mais tout de suite suivi notamment par les murs. Et si vous avez, selon la surface habitable et la construction, type de la construction du bâtiment, et si c'est un bâtiment à la base pas du tout isolé, oui, les murs peuvent se poser, ça vaut le coup de le faire même si on habite dans une région qui est particulièrement privilégiée par un climat doux. Hein, à mon avis, vous ne poserez pas les mêmes questions si votre maison est à côté de Briançon. Hein, là, les murs, ça représente quand même une grosse poste de déperdition. Après, il y a deux phénomènes, c'est-à-dire que forcément, on va conseiller une isolation globale de l'enveloppe du bâtiment, que ce soit toiture, murs et parois vitrées, donc fenêtres, pour limiter les déperditions et limiter du coup les besoins de chauffage, hein, parce qu'avec les inflations des énergies, on y pense de plus en plus. Mais vous avez aussi l'autre phénomène, c'est que on va isoler aujourd'hui, pas que pour limiter les déperditions donc en période de froid, mais aussi pour limiter les surchauffes en été. Donc on va isoler aussi son bâti pour éviter les transferts de chaleur. Donc le logement, s'il est isolé, vous allez aussi maintenir plus de fraîcheur à l'intérieur. Donc, après, tout dépend des isolants que vous allez opter. Une isolation par extérieur est beaucoup plus efficace une isolation par l'intérieur notamment, mais on ne peut pas être radical en disant oui ou non à la question. C'est des choses qu'il faut analyser, savoir aussi si vous êtes sur du bâti ancien, du bâti parpaing. Donc, en soi, c'est toujours mieux d'isoler l'ensemble de l'enveloppe de la maison pour ces raisons-là. Merci. Merci Céline pour cette remarque complémentaire. J'ai une question sur les études comparatives sur l'impact écologique sur la transformation de tous ces matériaux isolants. Alors, j'avais montré, je reviens un peu en arrière, Le tableau, ouais, ouais, un petit c'était pas tableau trop, ouais. du journal Maison écologique. Donc, tout a. Ouais, si on C'est voit. les énergies grises, hein, c'est ça, en Ouais, fait. c'est ça. Donc, vous avez une étude, en tout cas, sur l'impact environnemental. Ils Euh, analysent du cycle de vie, en fait, ouais. les fiches FDES. Alors, moi, je peux vous montrer là en direct ce qu'on va vous envoyer. Donc, le tableau. Est-ce que toi, t'as des études comparatives en tête par hasard? Non, on va les chercher pour vous, hein. Non, après, il y a des fiches qui sont créées spécialement, justement, pour analyser les cycles de vie de chaque matériau. Hmm. Ok. Alors, je continue les questions. Avec les nouvelles réglementations et lois, dans tous les cas, c'est de plus en plus courant d'avoir des fiches spécifiques pour l'impact sur l'environnement. Hum, hum. Alors, je continue. On remarque que les devis des artisans sont du simple au triple. Le plus difficile est de se trouver un artisan sérieux et compétent. Ça, c'est pas. Qui veut Hmm. répondre? Caroline. Ah bah oui, bah après, des fois, c'est un peu la tête du client aussi, hein. Moi, je vois, j'ai fait faire des devis. Des fois, quand ils voient une femme, ils abusent un peu quand même, hein. Donc, il y a un peu de tout, hein. Et puis, des artisans sérieux et compétents, j'ai envie de dire, c'est dans tous les corps de métier pareil, hein. Faut trouver la bonne personne pour faire la bonne chose.
Après, Donc, il faut, ouais. si vous avez des devis, comme le disait Johannes tout à l'heure, hein, vous pouvez aussi nous contacter, nous les transmettre et nous, on vous aide en fait. Enfin, on vous fait une analyse de devis et on vous aide à votre réflexion et au choix de l'artisan que vous pouvez choisir. Donc, on est aussi là pour ça. Hmm. Une remarque sur le simple au triple, effectivement, on peut le trouver. C'est aussi lié à plusieurs facteurs, hein. C'est l'entreprise, pas toutes les entreprises sont pareilles. Il y a des grosses entreprises, des petites entreprises, il y a des personnes qui travaillent tout seuls à leur compte. Même s'ils ont la qualification RGE, il y a peu de personnes derrière. Ça dépend où ils achètent leur matériel. Ça dépend aussi de comment, qu'est-ce qui est proposé. Est-ce que on peut pas, bien évidemment, on peut pas comparer les pommes et les poires, hein. Est-ce que c'est pour ce poste de travaux le même type de matériaux, les mêmes critères de résistance thermique? Et à ce moment-là, on peut effectivement comparer. Mais en rénovation, on voit plein de cas de figure où c'est difficile à comparer. L'un vous propose de projeter la boîte de cellulose sur un isolant existant, l'autre, il vous propose de l'enlever. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, vous voyez, une approche assez différente. Et la mise en C'est œuvre aussi. Après, comparer des devis, ça voudrait dire que ce soit exactement les mêmes prestations proposées par des entreprises différentes. Donc, C'est c'est ça. vrai que c'est c'est difficile de comparer des devis quand les prestations sont complètement, sont Mm. pareilles. Là, c'est facile de comparer. Mais dès lors qu'il y a des prestations qui sont un peu différentes, à ce moment-là, il faut aller un peu plus en détail dans les prestations et voir si c'est recommandé en l'occurrence, pour les travaux qui ont besoin d'être faits chez vous. Euh, alors, je vois une chose. La terre en tant que matériau, on en a parlé tout à l'heure, hein, j'en ai parlé tout au début. Donc normalement, si tout le monde était là au début, je vous ai parlé de la terre, la brique de terre crue, vous avez l'argile, vous avez des enduits intérieurs, il y avait les torchis, là, Bauge le puiser, donc ça j'en ai parlé tout au début. Euh, Oui, c'est sûr, la terre cuite au sol en Provence, ça a son sens. Après, il y en a qui en ont marre de l'avoir aussi, la terre crue, la terre cuite au sol. C'est un côté aussi vintage qu'il y en a qui n'aiment pas aussi forcément. Et puis au niveau de l'entretien, il faut bien la protéger. C'est pas pareil, quoi, hein. Après, chacun. c'est pas par... Après, c'est un matériau qui a énormément d'avantages, hein. Enfin, dans les parages, c'est vrai qu'on voit énormément de tomates, qu'elles soient octogonales, rectangulaires, et c'est un matériau qui a beaucoup d'avantages, l'inertie. Mais bon, c'est un matériau qu'il faut entretenir dans le temps. Donc c'est sûr qu'une terre cuite sera plus compliqué à entretenir qu'un carrelage. Je Mais suis bien d'accord. sûr que toutes les techniques qui étaient utilisées avant, c'était plutôt intelligent. Ah bah, en fait, en vrai, on n'a rien inventé, hein. On revient Mm, juste au fond des choses. mm. On revient un peu en arrière. Euh, quel matériau biosourcé pour les menuiseries extérieures? Qui veut répondre? Attends, j'ai pas. Quel matériau biosourcé pour les menuiseries extérieures? C'est ça. Le, oui, le matériau pour faire les menuiseries, oui, du bois. Il n'y en a pas, de toute façon, biosourcé pour les menuiseries extérieures. Oui, après, il n'y a que le bois. Il y a des expérimentations qui sont faites avec du bambou, me semble-t-il, mais pour l'instant, c'est pas du tout courant. Mais là, en l'occurrence, oui, ce sera du bois. En bambou, oui, c'est sorti déjà. Mm. Attends, je réfléchis. Ouais, non, c'est pas du bambou extérieur, intérieur, c'est du bambou intérieur, mais c'est de l'hybride, il y a de l'alu à l'extérieur. Donc, c'est pas 100% bambou intérieur, extérieur. Merci. Je survole. Concrètement, en résumé, quelles sont les différentes aides? Alors, pour ce point-là, je vous propose de nous contacter pour qu'on puisse mieux répondre à vos questions en fonction de votre statut, vos revenus, etc.
Le Euh, projet, c'est vrai que c'est compliqué de résumer ça rapidement. Les aides, c'est selon les revenus en général, pas toutes les aides. Après, ça dépend des travaux que vous allez faire. Donc, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte pour parler des hmm, aides financières. Mais dans tous les cas, pour avoir les aides, il faut respecter des critères de performance. c'est ça. Pour la paire de mètres carrés, c'est quand on parle en isolation par l'intérieur, hein, Mm. d'où l'avantage de l'isolation par extérieur. C'est sûr que nous, l'isolation par extérieur, on la recommande fortement, pas que pour éviter de perdre des mètres carrés à l'intérieur, mais surtout, c'est beaucoup plus performant qu'une isolation par l'intérieur. Donc, une isolation par l'extérieur, vous réduisez les pans thermiques, vous perdez pas de mètres carrés, vous gardez l'inertie du bâti, donc un meilleur confort d'été aussi. Donc, voilà, enfin, là, c'est une remarque au niveau prix au mètre carré, je pense. Mais Mm. voilà, il n'y a pas que l'isolation par extérieur. C'est typique de la France, hein, l'isolation par extérieur. Il y a plein d'autres pays. C'est très peu courant l'isolation par intérieur. Mais par l'extérieur, oui, c'est quand même beaucoup plus efficace. Mais ça reste malheureusement le poste de travaux, Important. je dirais, le plus lourd, ou le gros pas aujourd'hui, en tout cas les particules qu'on accompagne, c'est facile à isoler ces combles perdus. Relativement, si ça vous coûte 2 000 à 3 000 € maxi, vous avez malheureusement ou heureusement raté la vague des isolations à 1 €, qui était plutôt un Mm. désastre pour la plupart parce que c'était mal mis. Euh, L'isolation des combles perdus ou voir les rampant de toiture où ça commence à être chiffré plus, le gros pas, ce sera la réflexion autour des murs pour un pavillon industriel construit entre 60 et 90. C'est là où la plupart des gens, si les aides financières ne suivent pas parce que les personnes, le foyer n'est pas forcément plutôt aisé, à ce moment-là, mais le choix de faire ça, c'est vraiment souvent, et en plus d'opter pour une isolation biosourcée, c'est souvent par conviction. C'est un peu la réalité. Si le ménage est dans la tranche de revenus intermédiaires, voire modeste, à ce moment-là, il y a plus d'aide financière et là, on arrive plus facilement d'encourager les personnes aussi de privilégier plutôt l'artisan où le devis est légèrement plus cher pour une isolation des murs, genre typiquement en fibre de bois, que au lieu d'opter pour l'isolation en polystyrène classique, comme ça se fait partout. Mais ouais, ça, on sent que ça commence de changer la prise en compte de la surchauffe de son logement et le protéger. Et comment ça se fait qu'au bout d'un moment, mon logement il tient plus froid et que c'est devenu insupportable et il faut à tout prix avoir une clim. Voilà. Donc nous, on recommande fortement de opter pour une isolant biosourcé pour se mieux protéger, pour contre les surchauffes dans son logement. Mm. Après, il y a une question, on me propose en complément d'isolation un enduit. Donc, je ne sais pas si c'est en complément d'isolation, mais vous avez aussi des enduits correcteurs thermiques, hygrométriques aussi. En l'occurrence, ça ne va pas faire office d'isolation, comme si vous mettiez une épaisseur d'isolant. Mais par contre, ça peut faire correcteur thermique. Donc, on va limiter l'effet de parois froides, notamment. Et puis, ça a une efficacité. C'est pas aussi efficace, mais ça a une efficacité. Après, vous avez aussi des enduits. Vous avez des compléments de chanvre, de liège. Et à ce moment-là, oui, vous avez une petite correction thermique. Mais en soi, ça ne fait pas office d'isolation. Vous avez aussi des peintures thermo-réfléchissantes. Vous avez aussi en test, c'est déjà sur le marché, mais on parle beaucoup de cool roof, donc on repeint les toits avec notamment à base de coquilles d'huîtres, par exemple. Vous avez un effet qui réfléchit la lumière. Donc vous limitez l'impact de surchauffe et vous gagnez quelques degrés. Ça ne fait pas office d'isolation, mais vous gagnez quand même quelques degrés. Donc c'est un peu plus confortable.
Oui, pour le toit plat. Alors, en matériaux biosourcés, effectivement, vous avez le liège. Euh, quelle épaisseur minimum pour bien isoler ces murs? Euh, Ça va dépendre de l'isolant, de la caractéristique de l'isolant. En moyenne, pour l'isolation biosourcée, on est en moyenne entre 12 et 15 centimètres pour respecter la résistance thermique. Après, vous pouvez faire une isolation des murs sans respecter la résistance thermique, hein, on sera toujours mieux que rien. D'avoir, même si c'est une isolation qui n'est pas, on va dire, réglementaire, hein, entre guillemets, en tout cas, vous n'aurez pas d'aide financière pour ça, mais en soi, vous pouvez isoler vos murs. Si vous trouvez que 12-15 cm, c'est beaucoup trop, vous mettez moins, mais c'est toujours mieux d'avoir une isolation que rien du tout. Ouais, effectivement, on est bien d'accord. Une maison un peu à la campagne qui est facilement accessible et qui peut se isoler facilement autour. Si on parle, on pense pas que à des maisons, hein, aussi en appartement. Des fois, on a envie de s'isoler parce que des fois, la copropriété n'arrive pas de faire des efforts et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc, il n'y a rien qui se passe au niveau de la copropriété. Je peux témoigner dans mon cas de figure. J'ai opté pour une isolation de mes murs nord dans mon appartement par l'intérieur en prenant, j'ai perdu un peu de surface habitable parce que j'ai dû diminuer la surface de mon logement. J'ai pas visé les aides financières. J'ai bien voulu, mais c'était pas assez. Et donc j'ai opté pour du textile recyclé, qui était très facile à acheter à l'époque quand j'ai fait mon projet de auto-rénovation. En plus, sans une professionnelle, j'étais accompagné par quelqu'un, mais c'était pas un artisan RGE. Et je peux témoigner, c'est ça qui marche généralement le mieux avec les particules, le témoignage de quelqu'un qui l'a fait. Oui, vous avez plus la sensation du froid. Quand je suis dans mon bureau, en hiver, je chauffe pas parce que j'ai déjà, avec ma présence dans cette petite pièce de 10 mètres carrés, c'est suffisante. Les murs nord sont bien isolés. Sur le côté droit et gauche, il y a mon voisin. Et voilà. Donc, pas forcément l'épaisseur. En tout cas, pour obtenir les aides financières, aujourd'hui, vous avez le résistance thermique de 3,7. Donc, il vous impose à peu près une épaisseur on parle de 10-15 cm max. Et après, ça, c'est pour la partie rénovation. Donc, ça veut dire, si on pense à la RE 2020, aujourd'hui, si vous construisez neuf, on a tendance d'aller, oui, on est obligé d'aller, heureusement, beaucoup plus loin. Et c'est ça qui est intéressant, vers des bâtiments vraiment basse consommation, en étiquette énergétique A ou B. Mais bon. Oui, c'est possible. Techniquement, on peut faire plein de choses, mais je suis d'accord avec vous. Mais déjà, Ouais, les alors, premiers centimètres sont déjà pas mal. ouais, c'est vraiment minimum ouais, 5-8 quand même. Mm. Ouais, au moins 5. Mm. Après, il faut déjà faire un état des lieux de l'existant pour adapter des solutions, faire des propositions. Alors, je vois encore en question une remarque sur les aides. Effectivement, oui, il y a pas... c'est très simplifié, hein, les aides. Les aides qui sont là pour encourager les particuliers. On commence à avoir les premières infos pour les aides l'année prochaine. Donc, c'est pas encore ficelé, c'est pas encore fini, c'est pas acté. Mais ça commence, la tendance, c'est plutôt pas en prendre en compte le type d'isolation ou je vois la remarque du structure du bâtiment ou des murs, c'est pris en compte, pas du tout. C'est plutôt le principe des aides, c'est plutôt encourager la rénovation globale, donc plusieurs lots de travaux qui permettent un gain énergétique. D'au moins, en tout cas, ça dépend du dispositif, mais rénovation globale égale certains gains énergétiques nécessaires. Et tout ce qui est un peu monogeste, faire uniquement, typiquement, si vous voulez isoler vos combles perdus, aujourd'hui, de l'État, MaPrimeRénov', vous aurez rien. Euh, il y a- voilà, les combles perdus, il n'y a pas de soutien. Les rampants de toiture, vous avez un peu. Ensuite, ça va. Pareil pour les fenêtres, sol, vous avez très très peu.
Mais pour un projet de rénovation globale, là, ça commence à être un peu plus intéressant. Voilà, c'est ça un peu le principe, en tout cas sur les aides. C'est pas en prenant en compte le type de matériaux ni l'état existant. Oui, après chaque aide a ses spécificités aussi, hein. L'aide de l'État, pas du tout les mêmes critères, enfin, pas les mêmes, c'est pas les mêmes montants, en tout cas, que des aides locales. Donc, chaque aide a ses spécificités. Oui, tout à fait. Je voulais juste ouais, revenir effectivement sur la petite remarque pour le toit plat. Vous avez le liège et vous avez aussi la laine de bois en biosourcé qui peut être utilisée. C'est les deux produits les plus courants. Après, le liège, c'est plus cher. Donc, il faut voir si, en termes de, si c'est un toit qui est utilisé, pas utilisé. En tout cas, il y a des mises en œuvre qui sont spécifiques avec les matériaux, ce type de matériaux. Est-ce qu'on Ok, a fait le tour à peu près des questions? ouais, pour moi, on a fait le tour. Si jamais on a oublié une, n'hésitez pas de nous écrire. Je propose peut-être une petite conclusion de chacun. Caroline, si tu veux bien nous apporter ta petite conclusion Conclure. par rapport au sujet, par rapport à peut-être ton expérience en tant que professionnel, vis-à-vis au sujet, vis-à-vis à la rénovation de manière générale, pour conclure. Oui, bah moi après je travaille qu'avec des éco-matériaux parce que enfin, c'est ma spécialité, donc je Hmm. recommande pas les autres isolants. Après je les compare toujours parce qu'il faut pas, enfin, voilà, faut comprendre pourquoi on préconise telle ou telle chose. Enfin, en tout cas moi c'est ma manière de faire, que les gens y comprennent et qu'ils soient sûrs de leur choix sur les éco-matériaux. Donc après, voilà, moi je suis plus en construction neuve qu'en rénovation. Donc du coup, pour le moment, j'ai pas encore eu trop de projets en réno. Donc voilà. Après, nous, on a aussi des listes d'artisans qui sont quand même spécialisés dans la rénovation plus biosourcée. Donc, tous les artisans n'utilisent pas forcément du biosourcé. Enfin, Non, c'est compliqué pour le il y moment. en a plutôt très peu d'ailleurs. Oui, Et c'est et moi dommage. j'ai du mal à en trouver quoi. À chaque fois, c'est la croix et la bannière pour en trouver quoi. Malheureusement, oui. Après, avec tout ce qui est nouvelles réglementations et même les nouvelles normes aussi à l'échelle européenne, hein, on espère que ça va de plus en plus se développer. En tout cas, on a des grands groupes s'attellent aussi à développer tout ce qui est biosourcé par rapport aux fiches d'AIS, par rapport aux normes, que ce soit nationales, que ce soit européennes, pour être aussi dans les nouvelles règles en fait qui sont mises en place par rapport au réchauffement climatique et aux solutions tournées vers le bas carbone. Donc, ça met encore son temps, mais on espère que ça évoluera dans ce sens-là un peu plus vite avec ces nouvelles normes. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, moi je propose qu'on va conclure, qu'on va terminer notre webinaire. Donc merci beaucoup à Caroline pour ta présence. Et, Avec plaisir. Merci pour l'invitation. donc aux participants, vous avez donc la possibilité de bien vraiment de contacter Caroline. On va vous envoyer une petite mail avec le lien pour la webinaire aussi pour la présentation, avec les coordonnées des éco-bâtisseurs et Caroline. Et donc, nous, l'ALEC et la MEC, donc nous, on reste à votre disposition pour votre projet de rénovation, pour vos questions. Et voilà. Donc, Mm. j'espère que ça a plu et je vous souhaite à tous une bonne soirée Et peut-être à bientôt. et peut-être à bientôt. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir, Au merci. revoir.